Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens à l'heure du coronavirus. Ajoutons-y confinement, télétravail, chômage partiel, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste, et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts, eux aussi confinés. Nous sommes aujourd'hui avec un économiste, il est directeur du département Analyse et Prévision à l'OFCE, Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Nous vivons une situation sans précédent avec la crise sanitaire et ce confinement généralisé. Comment est-ce qu'on fait des prévisions dans un tel contexte ? Oui, c'est une situation inédite et donc on a des instruments qui ne sont pas adaptés finalement à cette situation inédite et donc il faut revoir aussi notre façon de faire des prévisions. Et donc pour l'instant, la stratégie qu'on a adoptée en tout cas à l'OFCE, c'est de faire une stratégie en 3 temps. Le premier temps, c'est de tenter d'évaluer l'incidence d'une semaine de confinement. Lorsqu'on confine, il y a à la fois un choc de demande. Le consommateur ne peut pas consommer l'intégralité de ce qu'il désire, puisque un certain nombre de commerces sont fermés et on lui demande de rester confiné à la maison. Donc, il y a un choc de demande, mais il y a aussi un choc d'offre. Parce que lorsque vous fermez les écoles, vous ne pouvez pas aller travailler parce que vous êtes en garde d'enfants. Lorsque vous êtes confiné chez vous, vous ne pouvez pas vous rendre sur votre lieu de travail. Alors certes, vous pouvez télétravailler pour certains d'entre nous, mais pas pour tout le monde. Et donc, il y a bien aussi une force de travail qui ne peut pas aller travailler. Donc, c'est aussi un choc d'offre qui est amplifié par le fait que, puisque c'est une pandémie, et pas uniquement en France, les chaînes d'approvisionnement sont aussi rompues. Et donc, un certain nombre d'industries sont obligées de fermer pour ces raisons-là. Donc, on essaie d'évaluer ces 3 canaux de transmission pour une semaine, de façon sectorielle, plus précisément que d'habitude, puisque ça va passer essentiellement par des transmissions intra- et intersectorielles. Et une fois qu'on a fait cet exercice pour une semaine, on regarde 8 semaines de confinement qui est maintenant la norme. Le résultat auquel on arrive aujourd'hui, c'est que 8 semaines de confinement, ça coûte en rythme annuel 55 points de PIB, c'est-à-dire 120 milliards d'euros à l'économie uniquement pour ces 8 semaines de confinement. La deuxième étape, c'est de se dire, maintenant, on va déconfiner, on va tenter d'évaluer l'incidence de ce déconfinement qui va être progressif. Certains commerces vont réouvrir, mais pas tous. Certaines écoles vont réouvrir, mais à un rythme modéré. Et donc, la force de travail sera encore empêchée. Donc, il y aura encore de la consommation empêchée. Il y aura encore de la force de travail empêchée d'aller travailler. Mais globalement, ça va progressivement rentrer dans l'ordre. Et donc, ça, c'est une autre phase que l'on va tenter d'évaluer. On n'a pas encore fait cette évaluation puisqu'on n'a pas encore l'intégralité des mesures. Et la dernière phase, la phase numéro 3, c'est se dire, une fois qu'on est revenu à la normale, que le déconfinement est terminé, on va être avec des déséquilibres. Ces déséquilibres sont essentiellement liés au fait qu'il y a une épargne qui va être abondante des ménages. Il va y avoir des entreprises qui risquent d'avoir des difficultés en termes de trésorerie et de marge dégradée. Il y a certains ménages qui vont avoir un pouvoir d'achat un peu plus faible. Donc, faire l'état des lieux et se dire qu'est-ce qu'on va faire ensuite en dynamique et donc mettre du comportement. Est-ce que les ménages vont recommencer à consommer l'intégralité de ce qu'ils ont épargné ou pas? Est-ce qu'une épargne de précaution va être là? Est-ce que les entreprises vont faire faillite? Est-ce que le tissu productif va être encore présent? Et donc, ça sera le troisième temps et dernier temps de notre prévision. Alors dans l'immédiat, le gouvernement a fait le choix d'un recours massif au chômage partiel. Est-ce que cet outil sera suffisant pour éviter les faillites d'entreprises ? Non, il ne sera pas suffisant pour éviter les faillites. Il va être, à court terme en tout cas, suffisant pour limiter la hausse du chômage. Si vous avez en tête que pour un mois, vous avez 30 points de PIB en moins par mois de confinement, vous voyez que le choc normalement sur le chômage aurait dû être gigantesque. Mais grâce au dispositif de chômage partiel, c'est les finances publiques qui vont absorber ce choc-là en grande partie. Il y aura bien sûr des angles morts et donc une augmentation du chômage tout de même qu'on évalue aux alentours de 460 000 chômeurs supplémentaires pour les 8 semaines de confinement. Mais globalement, ça va jouer son rôle du côté du travail. Mais le problème pour une entreprise, c'est que
elle a un coût du travail, mais elle a aussi un coût du capital. Et donc, si le coût du travail est bien pris en charge par le chômage partiel ou par les finances publiques, ça ne va pas de même pour le coût du capital. Et aujourd'hui, les décisions qui sont prises par le gouvernement, c'est des décisions de report de fiscalité et de cotisation. Mais qui dit report dit il va falloir tout de même le payer. Et donc, à la sortie justement du confinement, si on devait demander aux entreprises de payer non seulement ce qu'ils doivent à l'instant T, mais aussi l'intégralité des créances accumulées pendant le confinement, alors ça mettrait sans doute un grand nombre d'entreprises en faillite. Et là, on reviendrait sur une crise un peu plus normale de faillite et donc destruction d'emplois, hausse du chômage, baisse du revenu et récession. Et donc, ce serait une récession un peu plus classique de ce point de vue-là. Donc, attention, le chômage partiel, c'est bien pour limiter la hausse du chômage, mais ça ne limite pas l'intégralité du coût des entreprises. Quand on regarde ce qui se passe au niveau européen, est-ce que vous avez observé d'autres stratégies dans d'autres États d'Europe dont la France peut-être pourrait s'inspirer? Les grandes différences que l'on voit au niveau international et qui vont impacter la croissance en 2020, c'est des décisions qui sont plutôt en lien à la crise sanitaire et est-ce qu'on doit confiner ou pas l'économie et combien de semaines. Typiquement, l'Allemagne va confiner que 4 semaines quand nous sommes partis sur 8 semaines de confinement. Et donc, compte tenu du coût de 4 semaines de confinement supplémentaire, il va y avoir des différences très, très importantes. D'autres pays comme la Suède ont décidé de ne pas confiner. Donc, à très court terme, ils ont une économie qui est beaucoup moins impactée. Mais attention, il est possible que cette stratégie, d'un point de vue sanitaire, se révèle plus désastreuse et donc qu'ils fassent machine arrière ou qu'ils aillent demain à un confinement. Ensuite, en ce qui concerne les plans de soutien, on constate que les instruments pour soutenir les pays, notamment européens, sont à peu près les mêmes. C'est beaucoup de chômage partiel, beaucoup de report de coûts, beaucoup de garanties pour les entreprises. Il n'y a que les enveloppes qui peuvent changer. Et là, de ce point de vue-là, l'enveloppe française est dans une moyenne supérieure. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui mettent plus que la France, comme l'Allemagne, mais des pays qui mettent moins que la France, comme l'Espagne ou l'Italie. Il y a des plans qui sont un peu sous-dimensionnés dans certains pays. Alors on a bien compris que ce soit la France ou les autres pays d'Europe, tous les États s'endettent massivement aujourd'hui pour soutenir l'économie. Est-ce que cet endettement massif représente selon vous un risque? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a zéro risque de faillite d'un État ou même on n'est pas au moment de la crise de 2007-2008 avec des tensions sur un certain nombre de pays. Je pense qu'on a appris de la crise de 2007-2008 ou plus exactement de la crise de 2011 qui était sur les dettes souveraines européennes. On a un acteur qui est beaucoup plus présent qu'en 2007, c'est la Banque centrale européenne. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne assure aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'augmentation des taux d'intérêt. On l'avait déjà avant la crise, des taux d'intérêt extrêmement faibles sur les dettes publiques. Rappelons-le, la France levait à des taux négatifs à 10 ans avant la crise. Aujourd'hui, on lève à des taux qui sont nuls à 10 ans. Et donc, ça veut dire qu'on peut s'endetter globalement et qu'il n'y aura pas de hausse de taux, en tout cas dans le court terme. Se pose la question plutôt du moyen-long terme. C'est-à-dire que soit on considère que tout cet endettement supplémentaire qui est aujourd'hui lié à cette crise du Covid est pris en charge par la Banque centrale européenne pour tous les pays de la zone euro. Et donc, on n'aura pas, nous, pays, à rembourser cette dette, mais c'est la Banque centrale qui va la gérer. Alors, ça va être une dette perpétuelle. C'est la Banque centrale qui va la garder dans son bilan de façon éternelle. Soit, ce n'est que transitoire. Et donc, aujourd'hui, il y a une banque centrale qui injecte des liquidités et qui permet de rassurer les marchés financiers, donc les taux d'intérêt vont rester faibles jusqu'à un certain moment. Et là, on peut potentiellement voir ressurgir des tensions comme on avait pu le voir en 2011-2012 avec des taux d'intérêt italiens ou espagnols qui monteraient à 7%. Et à 7%, on est en faillite pour les États. Et donc, le risque de dénattement de la zone euro serait possible. Donc, dans le court terme, aucun risque. Il y a tout de même cette stratégie à moyen terme. Est-ce que la Banque centrale va gérer l'intégralité de ce surplus de dette ou bien est-ce que c'est que transitoire? Et donc là, ce sera aux États à mettre en place des stratégies pour assurer les marchés financiers.
Eh bien, merci beaucoup Éric Heyer pour votre expertise. Je vous en prie. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.